Voilà. Donc, en guise d'introduction, je vais essayer de rendre la plus claire et la plus brève possible. Je vais essayer d'aborder la question qui est le titre de cette introduction et qui est « Pourquoi est-il si nécessaire de lire Robert Antelme aujourd'hui ?» Et je suis partie en fait d'un double constat qui est lié à ma pratique de cette œuvre et à ma volonté de l'enseigner au fil des années, et qui est en fait la réaction qu'on obtient quand on parle des récits de rescapés, et notamment de celui de Robert Antelme. En fait, quand on demande pourquoi on devrait lire Robert Antelme, on nous dit pour ne pas oublier, ou pour éviter que ça étant la Shoah ou les autres atrocités du XXe siècle, ne recommencent. Donc des phrases qui sont complètement désancrées des récits concentrationnaires. Et d'un autre côté, quand on essaie de faire des séminaires, ce que j'ai fait à l'Université du Temps Libre, etc., la réaction que j'ai entendue, mais vraiment plusieurs fois, c'est « encore ces horreurs ?» Donc, quand j'ai proposé des conférences à l'Université du Temps Libre, les gens ont dit « Oh non, on en a marre de ces horreurs, on ne veut plus entendre parler. » Donc, il y a une espèce, en fait, de schizophrénie de la réception entre le discours officiel qui est « Ah, il faut continuer à lire les récits des rescapés, discours tout fait parce qu'il ne faut pas que ça recommence et parce qu'il ne faut pas oublier. » Et deuxième attitude qui est « Bah, alors lisons-les !» Ah non, toutes ces horreurs, moi les histoires de poux, de gens qui crèvent, de cadavres qui s'entassent, c'est hors de question. Et effectivement, lire un récit concentrationnaire, ça demande quand même une préparation psychologique, c'est pas quelque chose qui va de soi. Alors du coup, d'où la question, pourquoi aujourd'hui lire Robert Antelme en 2017, alors que justement, c'est quand même un récit comme la plupart des récits de rescapés qui s'ancre dans une réalité terrible, qui demande un effort de lecture, il y a une dimension initiatique, on ne sort pas de cette lecture comme on y est entré, donc il faut être prêt à ça. Donc pourquoi lire Antelme alors qu'il y a cette dimension-là? Alors, déjà parce qu'aucun des auteurs concentrationnaires n'est égal à un autre. Et je pense que là, on est au terme on est à 70 ans d'écart de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est à, 50 ans d'écrits critiques, de réflexion, etc., etc. Je pense que tout ce travail a conduit, malheureusement, à amalgamer les auteurs de récits de concentration entre eux. Et le nombre de fois dans mes recherches où je lis Lévy, Antelme, Semprin, Delbo ont bien montré que. Et moi qui lis ces auteurs-là, vous qui les lisez aussi, vous vous rendez bien compte que chacun développe par rapport à un ancrage, déjà qui n'a rien à voir quand on est déporté à Auschwitz pour son être juif. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être déporté politique, c'est ce qu'explique Semprin quand il parle du fait que lui n'a pas connu la honte du survivant, du rescapé, etc. C'est très différent, donc déjà, ils n'ont pas écrit sur le même ancrage, et puis ensuite, chacun a sa philosophie, voire sa métaphysique, on en parlait avec certains d'entre vous hier, et donc Lévy ne pense pas du tout de la Shoah et de ce qu'il en a tiré sur le monde et l'homme en général, la même chose qu'Antelme, qui ne pense pas du tout la même chose que d'autres auteurs comme Delbo, chacun ayant poussé plus ou moins loin sa métaphysique et sa philosophie. Primo Levi a poussé sa philosophie jusque dans une métaphysique qu'on peut retrouver dans Les Naufragés et Les Rescapés, où il condamne l'humanité en disant que ça le ronge comme un ver qui crie en lui, et qui est cette espèce d'idée que chacun, dans l'humanité, et pas seulement dans le camp, et il précise dans une phrase ça, donc nous, sommes forcément les câlins de nos frères, puisque nous sommes sur Terre. Et que donc les humains sur Terre sont les porteurs du meurtre passif et inconscient de toutes les personnes meilleures qu'eux. C'est une philosophie terrible de l'homme. Et moi, quand on me dit, on travaille sur Primo Levi au lycée, c'est vrai que ça me fait un petit peu réfléchir à comment on lit Primo Levi, finalement. Parce que va-t-on jusqu'à ces conclusions-là qui sont les siennes? Donc pourquoi lire Antelme? Déjà parce qu'Antelme a une pensée qui lui est propre et que je pense que cette pensée mérite d'être explorée. Et pas seulement parce que c'est une étape de la pensée de l'homme, pas seulement pour son ancrage historique dans la Seconde Guerre mondiale et la déportation, mais je dirais surtout, quitte à en choquer certains, mais je dirais surtout pour la vision de l'homme qu'il donne et qui est
absolument nécessaire à la pensée contemporaine, et c'est ça que je vais aborder dans les 5 minutes qui viennent. Donc, je vais aller un petit peu vite pour ne pas vous assommer, donc je vais plus lancer des pistes que déployer des arguments, mais on pourra évidemment dialoguer ensuite, parce que je pense que c'est de ça que ça va vivre, quoi, se nourrir. Premier point, je pense qu'il y a dans l'œuvre de Robert Antelme des questions philosophiques qui ont été réglées, non pas par une réflexion historique ou philosophique, mais par un rapport à l'histoire et au concret. Et donc je pense qu'il y a des questions philosophiques sur l'homme qui ont été réglées par Robert Antelme. Et ça, je pense que c'est assez considérable dans l'histoire de la pensée. Je pense à des passages où il dit « On a ici la preuve ultime, la preuve irréfutable qu'il n'y a pas de différence de degré entre les hommes. » C'est pas une anthropologie hobbesienne, c'est pas une anthropologie philosophique, c'est un constat issu d'une croyance nazie erronée que les nazis ont ancrée dans l'histoire et qu'ils ont poussée à leur terme. C'est terrible, mais les camps ont été quelque part un laboratoire philosophique. En allant au bout de cette atrocité, ils ont conduit à penser ces questions à terme, et pas seulement dans le flou de notre être au monde actuel. Dieu merci, on n'est pas obligé de se confronter aux limites de notre être et on s'en réjouit. Mais certains l'ont fait, donc les réponses qu'ils apportent ont un poids quand même différent de celui des spéculations. Donc je pense qu'à ce titre, c'est crucial, quoi. C'est pas juste un moment de la philosophie ancré dans l'histoire. Donc, une des questions philosophiques qui est réglée selon moi, c'est la question de l'être et du paraître. Vous savez qu'il y a toute une tradition, enfin, on pourrait remonter très très loin avec celle-là, du bien et du beau. Le bien est-il caché dans le laid? Le bien est-il l'équivalent du beau? Alors par exemple, quand vous lisez la chanson de Roland, l'ennemi est laid, poilu, a de la couenne sur les os, etc., etc. Donc ce sont des bêtes. Donc la bête égale le mal. Mais il y en a d'autres qui utilisent la séduction du diable. Il y a un livre sur cette question de la Shoah qui s'appelle Séduction du bourreau. Donc où est le bien, où est le mal derrière les apparences? Et bien selon moi, cette question a été réglée. C'est aussi la tradition de l'habit ne fait pas le moine, toute cette réflexion-là. Et pour moi, il y a une fin historique de cette question entre l'être et le paraître. L'expérience concentrationnaire, telle qu'elle a été pensée à Antelme, dit qu'il y a la preuve éclatante et finale, la plus irréfutable preuve qu'on ne peut sortir de l'espèce. Évidemment, ça se fait à travers des exemples. Donc pour les antelmiens, j'espère que nous sommes tous ici. Je renvoie au passage de Jacques, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, donc j'en parle pas plus en vain, du fils de la fermière, ce jeune des jeunesses hitlériennes, qui a 16 ans et qui vient apporter un poulet en tant que voisin à un SS, et qui du coup prend toutes les postures du SS. Donc il y a ce déguisement en personne à qui on peut parler, avec les tirets antelmiens, comme pour ceux qui l'a souffert. Donc c'est l'apparence, l'uniforme qui en fait quelqu'un à qui on peut parler, et en même temps il débite à tout l'endoctrinement qui a été le sien dans les jeunesses hitlériennes. Et vous avez aussi le passage, il y en a plein, mais du vieil espagnol mourant dans le wagon à la fin de l'œuvre, je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a un vieil espagnol qui a été déporté avec son fils, et Antelme les décrit au moment où le père lâche en fait le dernier rempart de l'humanité, et il dit que pour le fils, la paternité est intacte, alors que pour tous ceux qui regardent la scène, SS et détenu, c'est un homme qui est à bout et qui crève. Pour un SS, c'est la vermine qui crève, pour les autres, c'est un copain qui crève, pour reprendre le copain antelmien. Donc il y a cette question de l'être et du paraître, j'aimerais bien qu'on en discute après, mais qui est résolue de manière pas seulement philosophique, mais historique. Et je pense que si on n'en tient pas compte, il y a des questions que l'on pourrait se poser, que l'on se pose encore et qui ne se posent plus. Je pense, alors pareil, je lance ça, c'est un petit peu brutal, mais on pourrait en rediscuter, mais je pense à la question des migrants. Donc c'est quand même un problème très actuel que de se demander où on est dans l'espèce humaine et de refonder l'unité de l'espèce. Donc je vais vous lire juste un court passage
qui sera la base ensuite des 2 derniers points que j'aborderai pour montrer l'actualité de la pensée en thème, et pas seulement son actualité, le fait qu'on ne puisse se passer de la lecture en thème pour penser certains problèmes actuels. Donc c'est vraiment, that's the point. Voilà, donc je vous lis le passage en question, évidemment j'aurais pu en choisir 1000 autres. Le comportement des SS et notre situation ne sont que le grossissement, la caricature extrême, où personne ne veut ni ne peut sans doute se reconnaître, de comportements, de situations qui sont dans le monde. Tout s'y passe effectivement comme si l'appartenance à l'espèce n'était pas sûre, comme si l'on pouvait y entrer et en sortir, n'y être qu'à demi, ou y parvenir pleinement. La division en race ou en classe, entretenant l'axiome toujours prêt, la ligne ultime de défense, ce ne sont pas des gens comme nous. Et si nous pensons cette chose, qui d'ici est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser, les SS ne sont que des hommes comme nous, si entre les SS et nous, c'est-à-dire au moment le plus fort de distance entre les êtres, nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle, nous sommes obligés de dire qu'il n'y a qu'une espèce humaine, que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d'exploiter, d'asservir et impliquerait par là même l'existence de variétés d'espèces est faux et fou. Nous en tenons ici la preuve, la plus irréfutable preuve. Si vous voulez vous y référer, c'est à la page 240 de l'ouvrage Sont les éditions, c'est autour de dans la dernière partie de l'œuvre. Donc, le Robert Antelme ne dit pas, d'un point de vue philosophique, on peut penser qu'il affirme une preuve irréfutable. Et je pense que quand on parle philosophie de la Shoah, on ne peut pas se passer de ces preuves irréfutables, ce ne sont pas que des postulats philosophiques. Donc j'ai évoqué la question des migrants. Fermeture des frontières, etc., pose évidemment un questionnement humain. Donald Trump a posé la question de comment trier les humains, lesquels ont le droit de venir visiter l'Amérique et lesquels n'ont pas le droit. Toutes ces distinctions entre les hommes, lesquels appartiennent à l'espèce. Avec le problème de l'État islamique aussi, se pose la question de qui sont des hommes, qui n'en sont pas. Ici, Robert Antelme ne dit pas juste, voilà, nous sommes l'espèce humaine. Il dit ici, la seule chose que nous pouvons dire qui est la chose la plus extrême, c'est le SS n'est qu'un homme comme nous. Il ne nie pas, et on est en 46, on n'est pas en 2010, il dit en 46, après avoir souffert des camps, certains d'entre vous connaissent aussi le texte « Vengeance », où il dit que c'est une insulte aux rescapés que de battre les Allemands retrouvés après la guerre, se venger sur eux de ce qu'ont vécu les déportés, que c'est une aberration et une insulte aux déportés qui, eux, ont ressenti tellement l'insulte à l'humain qu'elle lui est insupportable pour tout humain, même celui qui est censé être son ennemi. Dans les problématiques actuelles qu'on pense, on a tous vécu, on a même trop vécu ces élections dernières, etc. On a tous parlé de la montée des extrémismes en France, etc., etc. Ça ne peut pas être juste mis au rang de oui, un homme qui a vaguement pensé la question de l'espèce humaine, oui, est-ce un philosophe, etc. Non, la preuve irréfutable, la plus irréfutable preuve. J'irai vers les 2 dernières pistes de cette introduction. Il y a évidemment la question du transhumanisme, qui est la question philosophique qui se pose à nous dans les 20 prochaines années de manière urgente. Qu'est-ce que le transhumanisme sinon une volonté de sortir par le haut de l'espèce ? Comme s'il y avait une angoisse de l'égalité entre les hommes. Et là, je pense qu'on touche à un point philosophique humain extrêmement fort. La question de l'appartenance à l'espèce, voire la question de l'égalité entre les hommes, est comme anxiogène pour les hommes. C'est pour ça qu'ils veulent repousser les pauvres, les autres, les migrants, ce qu'Antelme appelle les classes ou les races, à l'extérieur de l'espèce humaine. Le transhumanisme fait encore autre chose, il veut se distinguer par le haut de cette espèce humaine. Le transhumanisme, vous devez connaître cette question d'homme augmenté. C'est l'idée que là, on a accès à Google sur nos ordinateurs et que dans 30 ans, il y aura, dans 20 ans, dans 15 ans, une puce Google qu'on pourra se greffer au cerveau pour avoir accessible immédiatement toutes les données qui circulent dans le monde. Donc ces questions-là. Donc cette question de l'homme augmenté, voire de l'homme immortel, donc parce qu'il y a
les transhumanistes qui tripent vraiment, enfin, qui sont à fond dans leur idée. Et donc il y a une volonté de l'espèce de sortir par le haut, technologique, une volonté technologique de sortir de l'espèce humaine par le haut, qui peut être pensée à travers le prisme antiémien, c'est-à-dire que c'est impossible. Bon, c'est un vaste débat, donc je ne lance que ça. On a aussi cette idée donc, de l'égalité anxiogène, quelque part, on pourrait dire, si on trace vaguement un axe de la pensée, que la Shoah, donc tu le diras beaucoup mieux que moi, a créé cette blessure narcissique qui a mis en cause la raison poussée à l'extrême, la rationalité poussée à l'extrême dans les camps qui a conduit à l'horreur, et que s'en est suivi une volonté d'égalité, je ne sais pas, qui s'est traduit par différentes formes dans nos démocraties contemporaines, notamment en France directement, et que cette volonté d'égalité post-traumatique, en fait, est terminée. Et donc moi, je pense que la montée des extrêmes est liée au fait que, voilà, on a passé 70 ans à battre notre coulpe et à réfléchir la Shoah. Beaucoup maintenant s'en lavent les mains et disent bon voilà, reprenons nos droits, la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, allons-y franchement, Vichy n'est que, enfin on remet Vichy aux portes de l'histoire en disant c'était pas les vrais Français, enfin il faut arrêter quoi. Voilà, enfin excusez-moi. Non, parce que je vais vous laisser libre de vous exprimer, donc c'est exactement le genre de propos qu'il ne faut pas dire. Bon, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, donc l'égalité pourrait être un concept anxiogène. Je vous renvoie à l'œuvre de Orwell, 1984. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène où O'Brien donne l'envers du décor dans la salle 101 à Winston Smith, et il lui dit... Voyez-vous, on était dans une situation où tout le monde pouvait être riche et vivre dans l'abondance. Et du coup, il y a eu des hommes qui se sont insurgés sur cette possibilité que tous vivent dans cet état d'abondance. Et c'est cette caste qui a pris le pouvoir en ayant pour objectif de créer des guerres pour éliminer le surplus alimentaire, pour qu'il y ait une distinction et que nous puissions régner sur les autres hommes et recréer une inégalité. Donc il y a une espèce... quelque part, des gens très élevés dans la pensée arrivent à montrer que l'égalité est anxiogène et qu'il y aurait une espèce d'hubris naturelle de l'homme face à l'égalité qui le conduirait à vouloir s'en distinguer. Sans distinguer lui par le haut, en distinguer les autres par le bas. Et je pense que la pensée d'Antelme historique est cruciale dans cette réflexion, et que cette réflexion est d'autant plus cruciale que je pense qu'on est arrivé au terme des 70 ans de réflexion sur la Shoah, je le sens autour de moi, et je pense que les extrémismes comment ils avaient dit pour la droite, décomplexés, sont en train de se décomplexer de la pensée de la Shoah et de la blessure narcissique qu'elle a entraînée. Et ce serait terrible qu'on ne revienne pas à ces idées qui ont apporté des preuves irréfutables de l'égalité de l'homme. Je terminerai avec l'écologie et l'antispécisme, puisqu'il y a la question, l'homme actuel, il y a donc cette part qui s'oppose aux extrémismes, souvent c'est assez schématique même, est en train de repenser globalement la place de l'homme dans le monde à la lumière de la tragédie écologique qui est en train de se produire. Bon. Quel rapport avec Antelme, vous allez me dire ? En fait, tout simplement, la question de la hiérarchie du vivant. S'il y a une égalité entre les êtres, on peut poser la question de l'égalité du vivant, et c'est ce que font les écologistes et les antispécistes. L'homme n'est pas supérieur à la Terre, l'homme n'est pas supérieur aux animaux. Et quand je dis animaux, je ne dis pas juste « Oh, que c'est triste de voir un petit mouton dans les prés » et après de voir une épaule d'agneau sur la table, voilà, l'agneau pascal, c'est merveilleux. Voilà, voilà, je ne parle pas du petit mouton dans la prairie, je parle du terme nuisible. Il y aurait des nuisibles. Je vous rappelle que... Enfin, je prie un temps trop moralisateur parce que vous êtes convaincus, donc je rappelle que les génocides se sont forgés sur la distinction entre l'homme et l'animal. Je vous rappelle que on a appelé les juifs les rats pour pouvoir les éliminer. Voilà, que dans les autres génocides, c'est le même recours au langage, que pour les Tutsis qui ont été massacrés par les Hutus au Rwanda, c'était des cafards. Donc on prend les nuisibles de chaque vision française du nuisible, vision allemande du nuisible, vision africaine du nuisible, rwandaise du nuisible, etc. Et c'est la distinction qui est opérée
entre les animaux qui permet les distinctions entre les hommes. Donc, je vous donne pas, enfin, je cherche pas à donner une réponse à dire, voilà, vive l'antispécisme, ça, mais la réflexion qu'induit l'antispécisme est cruciale. Si les hommes sont égaux entre eux, et qu'il existe des hiérarchies au sein du vivant, cette hiérarchie est vouée à être susceptible d'être dupliquée à nouveau pour recréer des hiérarchies entre les êtres. La réflexion antispéciste va jusque-là pour recréer la question de l'égalité dans le vivant. Je pense que c'est crucial. Ce sont des questions actuelles. Il n'y a pas plus en vogue en plus que la question du transhumanisme et que la question de l'antispécisme, qui sont selon moi les deux faces de la même pièce. Et c'est pourquoi je pense que cette réflexion sur l'unité de l'espèce sans retour, comme preuve irréfutable, est une pensée qui doit être prise en compte dans cette réflexion globale de l'époque actuelle. Pour conclure, il ne faut pas lire Antaigne parce que ce qu'il a écrit est magnifique, son écriture est somptueuse. Bien sûr qu'il faut lire tout ça, mais il y a des enjeux beaucoup plus cruciaux. Il a développé dans un ancrage historique une philosophie cautionné par l'atrocité de l'histoire. Il a résolu certains problèmes, certaines questions philosophiques pluriséculaires, et à ce titre, il doit entrer dans la réflexion des problèmes les plus contemporains, comme la question du transhumanisme et de l'antispécisme. Merci beaucoup, à tout à l'heure.